Bonjour, soyez tous bienvenus au Sexto Encuentro Limitless. Nous sommes le Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras, UCAP. Le CDLE appartient à l'Université catholique Andrés Bello et cherche à promouvoir l'inclusion des langues étrangères dans la vie universitaire. Moi, je m'appelle Marie-Isabelle Roman. J'ai étudié la communication sociale et j'ai commencé comme modératrice de clubs de conversation en anglais et français dans le CDLE il y a quelques années. Encore une fois, merci pour être venu et je serai la modératrice aussi de cette session avec Daniel Rondon. On est... OK, alors on va commencer. Notre session d'aujourd'hui s'intitule Les utiles des chefs de projet. Pendant cette présentation, Daniel va nous décrire le processus. Avec cette description, nous pourrons parler des attitudes et des outils qui font partie du profil et des activités d'un chef de projet. Venez nombreux avec vos questions et commentaires qui seront bienvenus aux Andes et de master à l'Université de Strasbourg en France. Il travaille depuis une dizaine d'années dans l'industrie de la traduction et de la localisation. Ses postes comme chef de projet en entreprise de traduction ont été variés et lui ont permis de connaître les profils et le fonctionnement de l'industrie. Alors, Daniel, merci encore d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je suis honoré, c'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Alors, je vais vous parler un peu puisque on vous a dit, un peu de mon profil et de ce que je fais avec dans un poste de chef de projet de traduction. Je voulais vous présenter le travail, pas seulement comme un travail tel quel, mais avec les outils d'un chef de projet, mais pas seulement la partie technique, mais aussi les attitudes et les capacités. On ne va pas parler seulement des instruments. Il y a deux aspects fondamentaux pour ce type de travail. Alors, je ne veux pas parler beaucoup de théories du genre du PMY, le Project Management Institute. C'est plutôt une conversation. Je vais parler de ce que je fais. Sentez-vous libre de me poser des questions, d'interrompre si besoin. Et à la fin, on aura de toute façon quelques minutes consacrées seulement à des questions. Donc, comme Elisabeth l'a dit, j'ai plus d'une dizaine d'années dans la traduction. Je suis passé par plusieurs entreprises. J'ai fait un master. Et j'ai aussi consacré ma mémoire de master à un des outils de la gestion de projets de traduction, dont je vais vous parler un peu plus tard, justement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je m'y reconnais, je m'y connais. Alors, oui, c'est un travail intéressant, mais je vous préviens, le plus difficile, c'est de vous présenter. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis « Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis chef de projet de traduction ». On me dit « Mais tu traduis quoi ?» Non, non, je suis chef de projet, je suis entre le client et les traducteurs. Je gère les traductions. Mais quelle traduction? Quel type de traduction? Toutes les langues, tous les formats, mais tu parles toutes les langues. Non, 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 je parle pas. Je donne du travail au traducteur et je suis au milieu entre le traducteur et le client. C'est un discours qui se répète et qui est un peu long.
Parfois, les gens qui connaissent un peu la génie ou qui ont fait des systèmes, quelque chose comme ça, savent ce qu'un chef de projet fait normalement. Encore, un chef de projet de traduction est plus particulier. Alors, je voulais vous parler de deux concepts pour les éclaircir avant de commencer. Et je vais les utiliser et je vais les répéter fréquemment. Les agences de traduction, ce sont des entreprises qui cherchent des clients et qui offrent des services à des clients qui ont besoin de traducteurs. Et en même temps, les agences de traduction cherchent des traducteurs et offrent des travaux à des traducteurs pour qu'ils puissent à la fin offrir des services aux entreprises, aux clients finaux. On parle pas seulement de traducteurs, je veux vous dire, on n'embauche pas seulement des traducteurs dans les agences de traduction, il y a d'autres types de fournisseurs, mais pour ceux qui nous intéressent maintenant, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont des traducteurs, mais voilà, c'est ce qu'une agence de traduction fait. Et un autre outil qui est très important et que je voulais présenter maintenant et pas le laisser à la fin, je voulais vous donner une meilleure présentation maintenant, ce sont les outils de traduction assistés par ordinateur, ce qu'en anglais on appelle les catpools. Ces outils, j'imagine qu'ils sont de plus en plus connus. Si vous avez entendu parler de Trados STL, MemoQ, MemSource, WordFast, etc., etc., il y en a plein. Ces outils sont très simples. Ce qu'ils font, c'est de prendre le texte, le segmenter en petits morceaux, phrases en général, et ce contenu qui vient du fichier, normalement, est bien segmenté, bien facile à identifier. Et comme ça, on peut appliquer et comparer avec une mémoire de traduction qui va récupérer et permettre de réutiliser des traductions préliminaires, des traductions qui ont été faites avant et parfois en même temps. Et donc, avec ces segments identiques ou similaires, ce qu'on appelle en anglais des matches, on peut calculer les répétitions, l'effort, le vrai effort, combien de nouveaux mots il faut pour cette traduction, ce qu'on appellerait une pondération ou leverage en anglais. Donc, ces outils ont beaucoup aidé aux traducteurs parce que pas seulement qu'ils permettent de tout mettre en place, de bien ranger le texte, mais aussi on peut ajouter des bases terminologiques, pas seulement la mémoire, ajouter d'autres fonctionnalités, même parfois connecter avec d'autres systèmes, un moteur de traduction automatique, par exemple. Il y a plein de fonctionnalités. On n'utilise plus dans ce travail les fichiers physiques, les documents physiques. Tout est numérisé. J'ai eu des collègues qui ont utilisé des fax pour leur premier projet, leurs premières années de travail. Ça n'arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'un projet de traduction? Normalement, on appelle un projet quelque chose qui implique aller du point A au point B. En traduction, les projets ont des durées très variables, parfois quelques heures ou moins, et ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. De nouveau, quand on compare la gestion de projet en traduction avec d'autres gestions de projet, par exemple la génie, quelqu'un qui travaille dans le gaz ou la construction, ne peuvent pas comprendre comment on appelle un projet quelque chose de quelques heures. Tandis qu'ils ont des projets qui durent des années. C'est impossible pour eux d'avoir un projet qui commence en 2022 et finit en 2024. C'est ce genre de choses, de durée dont on parle. Petite parenthèse, en traduction, on peut avoir des choses qui
dure plus longtemps, on a une espèce de nouvelle façon qui s'appelle Continued Localization. Ce sont des projets en continu. On reçoit, on les livre en continu, tous les jours, toutes les semaines, et on ne met pas vraiment fin au projet. Il y a un début et une fin, mais ça peut durer. Je vous le mentionne parce que j'ai une histoire dont je vous parlais plus tard, et c'est de plus en plus fréquent dans l'industrie, parce qu'il y a beaucoup de contenu, on produit tellement de contenu ces jours que les clients veulent traduire, et ça n'arrête jamais. Donc, le chef de projet, c'est la personne qui s'occupe de conduire ce chemin du point A au point B. On a des procédures de l'entreprise, des ressources, des outils. Avec tout ça, on doit arriver à l'objectif que c'est de préserver le coût, la qualité et le temps. C'est-à-dire, il doit avoir un équilibre entre les dépenses et ce qu'on paie et ce que l'on touche au client. La qualité, si le texte, dans ce cas, arrive à plaire au client ou à satisfaire les besoins du client, et aussi le temps, c'est-à-dire livrer la traduction au moment convenu, au bon moment. Il y a parfois des projets qui sont comme ça. C'est vraiment, ça peut arriver, la vie n'est pas parfaite. C'est un chemin causé par des délais, des coûts supplémentaires, des imprévus, des erreurs, parfois des changements de portée du client qui a dit au point A, je veux ça, mais au milieu, il dit non, je ne veux pas ça, je veux cette autre chose. Mais aussi, parfois, on se rencontre en interne dans l'agence qu'il faut changer l'objectif aussi. Et tout peut y arriver. Et, bien sûr, on peut faire la première image, mais on doit être préparé pour tout. Il y a toujours un facteur humain et le chef de projet est là pour le corriger. Ce que je voulais, ce que je voulais vous dire des projets en continu, c'est que parfois il y a une même tâche qui se répète tous les jours, et j'ai eu des traducteurs qui oublient de faire la traduction qu'ils devaient faire tous les jours. Donc, c'était moi qui devais venir leur dire coucou, est-ce que ça va? Et il faut livrer. Ça fait partie du travail, et j'ai vraiment vu des causes, pas seulement des excuses. Il y a souvent des causes comme des problèmes d'Internet. Parfois, une bagarre entre deux chiens. Ma traductrice a eu un problème parce que son chien a été mordu par un autre chien. Tout peut y arriver. Et bien sûr, dans ce dernier temps, il y a toujours des maladies. Donc, tous les types d'histoires vont être lues et racontées. Soyez préparés, parce que ces lignes qui fluctuent, c'est à cause d'une bonne raison, ou de plusieurs bonnes raisons. Donc, comment se déroule ce schéma? Et en plus, c'est important pour que vous le saviez, les traducteurs font partie très importante de ce schéma. La chaîne se continue grâce aux traducteurs. Il faut le tenir en compte. Donc, cette explication n'est pas forcément dans les livres. Cette explication que je vous montrais est plutôt faite pour vous expliquer ici. Ça ne correspond pas aux définitions les plus fréquentes, mais c'est pour des questions didactiques. Donc, on commence au point A avec la demande de traduction, c'est-à-dire qu'il y a un client ou quelqu'un qui dit voilà, j'ai ce fichier, ce texte, cette vidéo. Parfois, même ce besoin d'interprétation, mais je ne veux pas vous parler de l'interprétariat parce que c'est complètement différent. C'est le même principe, mais ça ressemble un peu. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, on nous dit, voilà ce que je veux faire traduire. De nouveau, on n'envoie plus les documents par fax ou par poste.
On m'a même demandé ça, de m'envoyer un livre une fois, écrit et imprimé, et ça n'allait pas marcher. Donc, on nous envoie ça, on prépare un devis. Un devis, c'est un document où l'entreprise donne toutes les spécifications, pas seulement du projet, mais aussi des données fiscaux pour payer, des conditions générales de vente, par exemple. Toutes ces informations qui vont permettre au client après de payer et de savoir ce qu'il va recevoir. Donc, un devis contient souvent le nombre de mois, la durée et les coûts, la durée de tout le projet. Le coût est toutes les notes et toutes les spécifications dont on a besoin. Et on arrive à ça grâce à une analyse avec les outils de traduction automatique et avec une analyse aussi des ressources et des besoins du type de projet. On ne fait pas seulement on voit un fichier Word de 3 pages et dire, bon, ça va durer une telle quantité de jours et je vais dire, bon, c'est 2 $. C'est pas comme ça. Il faut bien l'analyser. Et donc, on planifie dans ce stage. Je préfère de faire une petite planification parce qu'on a le nombre de mois, le type de ressources et la durée dont il pourrait euh, avoir besoin pour finir le projet. Et comme ça, on peut prévoir les délais, les quantités de personnes, les contrôles de qualité aussi, ce qu'on doit faire au milieu. On peut commencer à s'imaginer. Et aussi faire une évaluation des risques et calculer les marges de profit dès le début pour qu'on sache à la fin combien on va gagner avec ce projet. Donc, toutes ces données font partie de la planification et doivent être prêtes avant de commencer l'étape suivante, le lancement. Le lancement, c'est quand le client, en général, on ne devrait pas commencer si le client nous dit, voilà, vous pouvez commencer, c'est bon. Donc, il faut dès qu'on peut commencer, on donne accès au traducteur, aux outils pour qu'il puisse voir le texte, le modifier, travailler normalement. On leur envoie un bon de commande qui va leur confirmer qu'ils doivent travailler, faire cette traduction et les relire, etc. et livrer à un moment précis. Et aussi, ce document contient combien ils vont être payés. Donc, c'est un compromis. Il y a des documents qui doivent bien établir les relations et les échanges. Ce sont des échanges aussi. Donc, le lancement peut être facile. C'est une partie très importante parce qu'il va confirmer ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on a pu planifier, on exécute avec le lancement, on commence à exécuter avec le lancement, qui va être facile si on a des traducteurs qui sont habitués au type de travail, si on a une bonne relation avec les traducteurs aussi, et ils sont dans une certaine façon prêts à prendre le projet dès qu'il arrive. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Parfois, les plateformes sont bonnes pour lancer un projet. Parfois, les relations ne sont pas bonnes. Parfois, on n'a pas des langues qui sont très fréquentes, donc les traducteurs ne sont pas prêts pour commencer tout de suite. Après, il y a les contrôles. Pendant que le projet se déroule, il faut contrôler pour éviter les fluctuations. Juste un coup d'œil, voir ce qui se passe, envoyer un petit coucou pour dire au traducteur ça va, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous pouvez livrer à l'heure, même ouvrir les outils et voir s'ils ont traduit, ça peut arriver. Parce que si on ne contrôle pas, les risques augmentent, les risques de délai, des retards, les risques de ne pas, des instructions qui n'ont pas été suivies, tout peut se passer. Donc, une fois que les ressources sont livrées à un chef de projet, il y a 2 étapes. Le chef de projet reçoit et après, le chef de projet peut être en général la personne qui livre au client. Donc, il faut vérifier que les traducteurs, les ressources sont faites
tout ce qu'on attendait d'eux, et aussi vérifier, faire les contrôles internes pour que le client reçoive une traduction satisfaisante. Donc, la livraison, c'est plutôt contrôler les contrôles finaux et l'envoi des fichiers. Et après, il y a la clôture. Pour moi, c'est très important d'inclure la clôture des projets. On nous livre tout simplement et on laisse le projet comme ça. Non. En général, il faut préparer administrativement des informations, surtout pour facturer, pour bien facturer et payer, parce qu'il y a des intérêts monétaires, bien sûr. Et laisser tous les fichiers dans leur place. Il faut bien ranger tous les documents, il faut savoir où ils sont. Et parfois, s'il y a eu des erreurs ou parfois des victoires, apprendre de ces changements. Il y a aussi les apprentissages dans la clôture. Alors, comment faire pour gérer un projet? Je vais vous parler un peu de ce dont les entreprises ont besoin, mais aussi pour vous. Cette partie correspond aux attitudes. Il y a des publications de ce type de poste qui parlent des tolérances à des conditions comme le stress, ambiance multiculturelle. En général, on peut, selon mon expérience, on pourrait mieux gérer sans stresser, sans avoir des conflits culturels. Les causes de stress sont en général de fausses expectatives, des malentendus, des gens qui sont très pressés et qui ne savent pas gérer leur propre façon d'insister. Donc, une des premières choses, c'est la communication. Il faut pratiquer la communication dans ce type de travail. La plupart du travail est vraiment communiqué. C'est fait normalement en communiquant. Après, il faut une capacité de parler, négocier, arriver à un accord avec des clients, de ressources, même avec des collègues, pour qu'on puisse arriver aux dates et aux conditions. Et je vous donne une petite introduction aux outils et aux logiciels et technologies. Je vais en parler après, mais il faut de l'ouverture pour tous les types de technologies, des outils, des logiciels, tout. Il faut être prêt. Parce que moi, par exemple, on m'a envoyé il y a quelques années un document, un Quicksilver. C'est un fichier d'un Content Management System qui produit des documents techniques qu'il faut traduire. Et ça a été impossible. On n'a pas pu, on a essayé. Et après, j'ai entendu parler à quelqu'un qui est très spécialisé en un outil de traduction. Il dit non, Quicksilver n'est pas admis par aucun outil. C'est impossible. Mais il faut essayer quand même. Un chef de projet, c'est vrai, doit être flexible, mais aussi rigide parfois. Mais surtout parce que dans ce dernier temps, les entreprises, les clients exigent une technologie. Ils disent, voilà, je veux que vous traduisez dans ce système, peu importe ce que l'entreprise fait. Et un peu relié, il faut avoir une capacité de résolution de problèmes en général, mais les informatiques aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'impact. Si un traducteur ne peut pas commencer ou ne peut pas livrer, il faut savoir comment le résoudre. Il faut réagir aux urgences, aux vraies urgences et aux urgences des gens qui pressent. Parfois, il y a des traducteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas livrer si on ne reçoit pas l'accès à un moment précis. Et parfois, il faut essayer de négocier, il faut essayer en même temps de résoudre pour qu'ils puissent travailler. Parce que c'est vrai, les traducteurs ont une vie en dehors du travail. Ils doivent limiter aussi le temps qu'ils emploient pour traduire. C'est normal. Après, il y a l'organisation aussi. Il faut savoir où en sont les fichiers, les produits, ou au moins savoir comment le découvrir, parce qu'on ne peut pas tout ranger dans la tête. Et il y a beaucoup de structures, des dossiers, des façons de suivre le progrès.
Et surtout, si vous allez être multitâche, ce qui est fondamental, il faut bien profiter de retard d'un outil entre l'autre pour sauter, faire plusieurs choses à la fois, mais toujours en gardant une certaine organisation. Et bien sûr, toujours livré à l'heure. Ne soyez jamais en retard. Et finalement, la responsabilité. On tient responsable de ce qui se passe, pas seulement de la qualité, la livraison, mais de tout en général. Moi, par exemple, je préfère de mettre des limites pour ne pas assumer des risques de questions linguistiques. Je préfère de l'envoyer en ressources, même si c'est en espagnol ou en français ou en anglais. Je préfère qu'un linguiste valide. Parce qu'à la fin, c'est moi aussi qui ai la responsabilité de faire valider euh, par quelqu'un qui est qui est mieux formé. Et finalement, la comptabilité, les finances, pas parce que vous allez payer et faire des virements bancaires, mais il faut avoir des notions de comptabilité pour calculer les marges, savoir combien on va perdre ou gagner, euh, bien savoir qu'il y a des clôtures chaque mois parfois, qu'il faut facturer. Moi, je n'ai jamais payé un traducteur, mais je sais que ça existe. Je sais qu'ils doivent tout avoir en place vers la fin du mois ou à une date précise pour qu'ils puissent toucher. Sinon, on affecte leur façon de gagner leur vie aussi. Et après, il y a la notion fondamentale. Nous sommes des chefs de projet de traduction et de localisation. Donc, il faut avoir des notions de comment les langues fonctionnent, comment une langue doit se comporter. Parce qu'il faut, dans à un moment donné, il faut gérer des bases technologiques, modifier quelque chose de traduction, de la mise en page après la traduction. Finalement, on travaille avec des langues, des cultures, des gens, pas seulement avec des outils et des données, des finances et des fichiers. Mais alors, je vais vous parler des vrais outils tels quels, les instruments que vous allez utiliser, pas seulement les attitudes. C'est la vraie boîte à outils des chefs de projet de traduction. J'ai inclus les logiciels les plus fréquents, mais aussi mes recommandations aussi de ce que je préfère utiliser ou pas. Il y a quelques recommandations à éviter. Voilà, les plus importants, ce sont les outils de traduction assistée par ordinateur dont je vous ai parlé, fournis en général par le client ou la société. Il faut bien les connaître, il faut savoir se débrouiller, on utilise tout le temps. Et il commence en plus à devenir de plus en plus similaire. Donc, après avoir appris à utiliser un outil, les autres vont suivre. Certains ont encore un long chemin, mais parce qu'ils ont des philosophies et des buts différents, des approches différentes. Donc, ça le rend un peu plus compliqué, mais on peut changer d'un à l'autre. Et l'autre côté fondamental d'un chef de projet, ce sont les TMS, Translation Management Systems. Mon mémoire de master a été consacré à ça. Le terme TMS est compliqué, je ne veux pas vous parler. On va dire que c'est le système où on gère les traductions. Bref, c'est un terme qui cause beaucoup de débats. Des gens spécialisés ne se mettent pas d'accord. Mais bon, il y a deux systèmes qui ont la plupart du marché, Plunet et XTRF. Les deux ont des défauts. Je vais parler plus particulièrement dans mon mémoire de Plunet et je fais une analyse. Et, parfois, on ne peut pas choisir. On nous fait travailler avec ce qu'il y a. Il y a aussi Microsoft Project. Microsoft Project, un des outils de Microsoft, qui est très utilisé dans d'autres domaines, qui a de bonnes fonctionnalités,
ça dépend de ce que vous allez faire. Moi, par exemple, je refuse d'utiliser Excel ou Google Sheets pour gérer mes projets, suivre tous mes projets. Je sais pas, j'aime pas. Je préfère ces outils. Et parfois aussi, parfois, j'utilise Excel pour faire des diagrammes de Gantt qui me donnent les durées de chaque étape, de chaque ressource. Et comme ça, je peux faire visuellement un schéma bien déroulé avec des couleurs, avec des dates, tout ce que vous voulez. Parfois, Excel fonctionne pour ça. Mais sinon, je préfère des outils qui fonctionnent comme des listes de tâches, comme Remember the Milk, Todoist, celui que j'utilise. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Trello, mais je pense que c'est payé. Il y a Google Task que j'utilise aussi beaucoup. Et il y a aussi Asana. Oui, Asana. Il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Ça dépend de ce que vous voulez, comment vous voulez le faire. Et toujours en parlant de l'organisation, il y a Outlook ou Thunderbird, par exemple, des messageries pour savoir comment communiquer et comment ranger des fichiers, ranger des emails. C'est en base ce qu'on fait. Communiquer, ranger des fichiers et envoyer et le recevoir. Et moi, personnellement, petite question. Moi, personnellement, je trouve que Gmail n'est pas suffisant pour des communications complexes dans ce type de travail. Une fois, j'ai dû utiliser Gmail pour un travail et j'ai insisté pour avoir Thunderbird et pouvoir tout gérer à travers Thunderbird. On peut classifier les fichiers, mettre des couleurs, ranger dans des dossiers, etc., etc. Et après, il y a des techniques et des outils pour améliorer votre productivité. Il y a la fameuse technique Pomodoro. On travaille une certaine quantité de minutes, on arrête, on recommence et comme ça. C'est aussi pour vous reposer. Il y a un autre outil pour vous reposer, Iris, qui change la couleur de l'écran et fait des pauses pour faire attention aux yeux. Donc, c'est important aussi de prendre garde à vos corps. Si vous avez des équipes qui sont nombreux, il y a des outils pour les faire coïncider comme Doodle ou Calendly, qui leur permettent de dire bah, je suis disponible tel jour ou un autre. S'il faut arranger une réunion, vous pouvez le faire choisir avec ça. Et il y a Work Time Buddy qui vous permet de calculer des heures, des fuseaux horaires. Et ça, c'est très important parce qu'on travaille avec des équipes qui sont partout dans le monde. Parfois, on peut pas calculer pour tout le monde. Si j'ai une équipe en Chine, une équipe aux États-Unis, une équipe en Europe, je peux pas, je dois les faire accorder. En général, je donne l'heure de, du bureau où ma compagnie est située. On va attendre Daniel un petit peu. Il semble qu'il s'est déconnecté. Donc, oui, on attendra un petit peu. Je voulais vous faire savoir que vous pouvez faire des questions si vous voulez. Le chat est ouvert. Vous pouvez lui écrire, lui faire des questions. Il n'aura pas de problème euh, de, de, de répondre à vos questions en tant qu'il est en train de parler. Alors, n'hésitez pas à le faire.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème avec l'ordinateur. J'allais juste finir, je n'avais que cette... est-ce que je peux présenter de nouveau? On voit pas la présentation. Ah, maintenant, on voit la présentation. Oui, pardon. Donc, c'était ça, il fallait bien... Aussi, on a une question. Hmm. Hmm. Pardon? On a une question, je ne sais pas si vous Ah, d'accord. voudrez les répondre ou le faire après. Je finis, je n'ai qu'une seule diapositive et j'ai laissé la question. Je voulais juste finir, excusez-moi. Ah, je Non, peux non, pas ne vous inquiétez vous mettre le vidéo. pas. Mhm. Ah, je veux plus de vidéo, Ah, mais bon. laissez-moi, laissez-moi. Ah, voilà, c'est bon. Pardon. Alors, on m'a envoyé ça avec une connotation politique, mais si on fait un travail peu délicat et on embête les traducteurs, ils vont dire qu'on ne fait qu'exiger et les embêter. Donc, il faut bien les traiter. On peut le gâter un peu parfois. Et voilà les questions. Si vous voulez les poser, et je vous entends. Merci. Alors, Andreina Teixeira a écrit: Bonsoir, comme PM, vous évaluez la qualité de la traduction et révision ou ça le fait des autres membres du équipe? Ça dépend de l'entreprise. Moi, je préfère de ne pas corriger de- comment dire? Moi, je préfère de ne pas prendre en charge la qualité complète linguistique. Je fais les vérifications finales avec les outils de vérification. Mais si par exemple il y a une inconsistance que je ne voulais pas, que je ne voudrais pas modifier, je l'envoie au traducteur. Oui, on fait une vérification, mais moi je préfère de ne pas décider si c'est compliqué. Il faut laisser les autres trancher. Souvent, il y a un traducteur, un éditeur et le chef de projet qui fait des vérifications plutôt techniques, visuelles à la fin. Je sais qu'il y a des agences de traduction qui font que le chef de projet traduise et même édite. Ça dépend. On a une autre question d'Alan Sosa. Bonjour, est-ce que vous utilisez est-ce que vous utilisez quelques méthodologies agiles pour gérer les projets par étapes? Non, la méthodologie agile ne marche pas vraiment avec la traduction. J'ai eu de longues discussions sur ça parce que on ne peut pas être agile si le client ne l'est pas. En général, on suit le rythme et les étapes des clients. On, ça dépend. Même si comment, je ne peux pas le faire parce que comment je fais que le traducteur complète la traduction pendant que l'éditeur édite, c'est pas possible. Il faut bien suivre comment est-ce qu'on dit ça en français, waterfall. Euh, voilà, ces termes sont toujours en anglais. Si l'on a une autre question, n'hésitez pas à les poser. Euh, il y a, euh, vous faites ce travail il y a des années, Oui, une dizaine d'années. Je ça commençais fait comme chef. combien? Une dizaine d'années. Euh, oui, en janvier, ça fait vraiment 10 ans. J'ai commencé comme assistant de chef de projet dans une agence à Paris. Et puis, j'ai travaillé la plupart à distance, dans un bureau.
Maintenant, je suis dans ma 4e entreprise. C'est très cool ça. Wow. Ça fait très longtemps. Oui, c'est une autre vie. Parfois aussi, quand je me présente et je dois dire que je ne suis pas traducteur, je dis souvent que j'étais traducteur dans une autre vie. Je ne traduis plus, désolé. Ah, c'est dommage. Parfois, oui. Ça me manque parfois, mais vraiment, je vois tellement de textes, tellement de colonnes de traduction dans source et cible que je préfère Ça te d'arrêter manque un peu. pas, en fait. Oui, parfois ça me manque pas tellement. Alors, mais bon, si on n'a pas de questions, je vais dire alors merci Daniel. Non, merci à vous. C'était un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous en parlant de ce sujet très intéressant, très unique, très spécifique. Nous espérons sincèrement que vous avez aimé cette expérience et remercions tous les personnes qui ont participé. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes nos coordonnées sur le chat maintenant, je pense. Oui, il est là. Sure. Et nous vous invitons également à consulter l'agenda du Sexto Encuentro Limitless et à continuer à pratiquer vos compétences en langue étrangère. Merci encore une fois et à bientôt. Merci Daniel. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.